Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver, je l'espère en très grande forme pour débriefer, parler un petit peu ensemble de ce match d'Europa League. C'était la J2 ce soir, ce jeudi soir, entre l'OL et le Red Bull Salzbourg, victoire de Nogon 2-0. Au terme d'un match qui, on peut le dire, a été une nouvelle fois un match façon Bac+3 gestion pour l'OL, qui a su alterner les temps forts en marquant, les temps plus faibles en gérant et en minimisant les risques. Bref, un match de gestion que fait très bien une nouvelle fois l'OL de Paulo Fonseca. On va en parler ensemble. C'est un match qui m'a plu, même si tout n'a pas été parfait, c'est vrai, mais un match plaisant qui montre que l'OL est de plus en plus mature, progresse, avance. Tactiquement, c'est rodé, il y a un fil conducteur et surtout, encore un clean sheet, des victoires, on avance, on prend des points et en Ligue 1 et en Europa League. Et ça, il faut bien l'avouer, après les temps très difficiles qu'on a vécu assez récemment, ça fait quand même vraiment plaisir de voir un OL qui gagne, qui joue une partition qui est la sienne. C'est pas parfait, c'est vrai, mais au moins c'est cohérent, c'est extrêmement cohérent et on avance. On est fiers d'une équipe qui donne tout sur le terrain, qui a un projet de jeu et qui matche bien avec son coach Paulo Fonseca. Tout ça, on en parle maintenant ensemble. Mais avant de commencer les amis, comme toujours, si vous le voulez bien, pensez au petit pouce qui fait vraiment très plaisir. C'est gratuit les gones, ça prend une demi-seconde. Pensez donc à liker, à commenter, à vous abonner, activer la cloche et en plus dans l'espace commentaire, si vous swipez légèrement à droite, vous avez accès au boost parce que YouTube permet de booster le contenu et d'aider les petits créateurs comme je suis à être mieux référencés sur la plateforme. C'est un petit outil en plus qu'a créé YouTube et qui peut permettre de faire gagner en visibilité. Merci pour tout ça évidemment les amis. On commence donc par le scénario, l'histoire du match et donc la première mi-temps. Alors tout d'abord, petit rappel sur la compo de départ côté Olympique Lyonnais. On était en 4-2-3-1 avec Dominique Greif au cage, Tagliafico, Nakate, Mata, Kluivert pour les 4 de derrière, Tessman en pivot double avec Mathis de Carvalho et devant eux une ligne de 3, Tolisso, Pavel Schulz, Adam Karabets et en pointe Martin Satriano. Alors revenons à l'histoire du match, l'histoire des 45 premières minutes. Qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que l'OL tactiquement, collectivement, a été animé un petit peu différemment d'habitude. On peut dire que le 4-2-4-0 a été mis de côté avec un numéro 9, Satriano en pointe, et on voit dès l'entame de match que l'OL s'articule différemment avec une ligne de 3, on sort à 3 derrière avec axe gauche Nakate, axe central Mata, axe droit Kluivert, et devant eux on a donc, on peut le dire, 6 joueurs qui prennent toute la largeur. Espace gauche, Tagliafico, espace droit, Karabets qui vient fixer et être le playmaker façon meneur excentré. Dans le cœur du jeu, on a le carré habituel qui prend forme avec Tessman, De Carvalho, Schulz, Tolisso et en pointe donc Martin Satriano. Une animation que je trouve assez intéressante parce qu'elle permet à la fois de fixer les défenses, d'occuper tout l'espace, la largeur, et en même temps tu minimises les défauts techniques de Kluivert qui a un rôle plutôt donc axial, à 3 derrière. Moi j'aime bien, ça me plaît bien, ça me parle, c'est intéressant. Et en plus, quand tu as dans l'animation Adam Karabets qui est dans un grand soir et qui qui te délivre peut-être 4-5 galettes en 45 minutes, forcément ça aide. Ça aide à l'animation du jeu, ça aide à retrouver un OL collectivement plus fort. L'OL se crée même une énorme occasion de marquer et de mettre le 1-0 très tôt dans le match sur un penalty que siffle donc l'arbitre du match après une main sur une frappe de Carvalho. Le penalty est pris par Pavel Schulz et malheureusement une course d'élan que beaucoup décrient un petit peu dans la mode des Jorginho, des Neymar et autres que j'oublie. Voilà, c'est raté et quand tu rates, ça fait c'est un petit peu l'air con. Donc penalty raté malheureusement. Et dans la foulée, l'OL continue. L'OL ne perd pas sa partition qu'il a en tête. L'OL joue son plan de jeu, déroule son plan de jeu. Et on voit très vite que le match est pris par le bon bout. Et le 1-0 arrive très vite pour l'OL sur une très belle anticipation à droite de Karabets qui récupère un ballon et qui sur un centre très bien ajusté, non pas du gauche mais du droit, vient trouver la tête de Martin Satriano. But 1-0 pour l'OL.
une belle action où à la fois il y a l'intelligence de jeu de Karabets qui vient anticiper, qui vient délivrer une super passe de son mauvais pied, le pied droit pour le coup, et Satriano qui conclut par une très belle tête plongeante, 1-0 pour l'OL, et ça paraît mérité aux environs de la 20e minute de jeu. Une belle entame de l'OL, techniquement qui est au-dessus, qui maîtrise les débats, c'est très bien, franchement l'OL commence de la meilleure des manières possibles ce match contre le Red Bull Salzbourg. Et plus que l'ouverture du score, moi ce qui me plaît beaucoup c'est l'idée de jeu, le plan de jeu qu'a l'OL, qu'ont les joueurs de Fonseca dans la tête et dans les pieds. On voit qu'ils ont tous en tête une partition qu'ils veulent réciter. Dans le cœur du jeu, on est à 4. Devant, il y a Martin qui est un point de fixation. À gauche, Tagliafico prend l'espace et n'hésite pas à monter et créer le bazar dans le camp adverse. Et surtout, à droite, Karabets, c'est le playmaker, celui qu'on va trouver sur un bon ballon, un bon centre. Et Dieu sait qu'il a une patte gauche de folie, le Tchèque. Bref, il y a un plan de jeu qui est clair, que tout le monde a compris. On l'a tous vu durant le match, assez tôt, je dirais. Et on l'applique bien. Et juste après le 1-0, il y a une nouvelle situation qui est vraiment intéressante où on voit Karabets côté droit qui vient fixer et délivrer une énième galette sur le pied de Tagliafico. Le ballon passe au-dessus des cages du gardien autrichien, mais vraiment on voit un truc qui est positif, quoi. Il y a un plan de jeu, on le déroule en sachant comment on y va, avec qui et dans quelle direction. Ça, c'est vraiment kiffant. Il y a eu tellement de saisons où on s'est dit, on a une équipe qui, voilà, le football en U, le foot sans idée, le foot où on empile les noms et pas forcément l'esprit collectif. Là, on voit une équipe qui a peut-être moins de talent que par le passé, c'est vrai, mais en termes d'intention de jeu, de projet de jeu, c'est tellement plus cohérent. Moi, je vois un OL qui est cohérent. Et ce début de match contre Salzbourg, c'est vraiment ça, les amis. On voit un OL qui a un plan de jeu qui est clair. Alors oui, si on est un petit peu tatillon, un petit peu perfectionniste, et Dieu sait que je le suis, vous me le direz en commentaire, je le sais. Mais aux environs de la 20e, 25e minute de jeu, oui, l'OL entre en mode gestion. C'est moins fringant, on est plus lent, il y a des pertes de balles qui sont un petit peu laxistes, attentistes, oui, c'est vrai, dans le cœur du jeu, il y a des micro-attitudes que j'ai pas aimées, quand on est un peu plus lent pour donner le ballon, lâcher le ballon, on joue moins vite, c'est moins propre, il y a des pertes de balles. Et côté Salzbourg, les quelques petites occasions, micro-occasions qu'ils ont, les quelques situations qu'ils se procurent, c'est quasiment systématiquement grâce à l'OL. Et ça, c'est peut-être le point de critique dans ce match-là. Oui, l'OL gère plutôt bien, mais par moment, par séquence, j'ai eu le sentiment que l'OL était à la limite de la facilité. Il y a ce petit côté, voilà, on fait la diff sur un but que l'on plante, on est ultra réaliste, et ça peut suffire. Attention à ça. Je pense que parfois, on a un petit peu trop ce côté gestionnaire qui n'est pas négatif en soi. Quand tu gères bien les matchs, c'est cool, tu maîtrises, c'est bien. Mais je pense qu'il y aura des matchs où ce type de comportement, un peu trop parfois attentiste, pas assez proactif, ça risque de jouer des tours à l'OL. Je ne sais pas quel est en fait le vrai plafond de verre de cette équipe-là. Est-ce que oui ou non, on pourra faire toute une saison comme ça en gérant le tempo du match, temps fort, temps faible, dans les temps forts marquer un but, dans les temps faibles ne pas prendre de but, est-ce qu'on saura le faire tout le temps? Je ne sais pas. Est-ce que la recette magique de Fonseca durera tout le temps? Je ne sais pas non plus. Mais là, à la mi-temps, je me suis dit, attention, il n'y a que 1-0. Alors fort heureusement, à la reprise de la seconde mi-temps, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit un OL qui revient avec l'intention de maîtriser encore une fois les débats du match. On sent qu'il y a pour le coup, sur ce match-là, une petite marge de manœuvre contre Salzbourg. On sent que techniquement, on est au-dessus, physiquement, on est au-dessus, tactiquement, collectivement, on est au-dessus. Donc, a priori, si l'OL est sérieux, on ne craint pas grand-chose. Et ça, pour moi, les amis, c'est la morale de ce match, en fait. Le match contre Salzbourg, il a été dicté par l'OL. Et en fait, c'est l'OL qui avait le pouvoir de décider de la fin du match. C'est l'OL qui avait entre les pieds l'issue du match. Tout ne dépendait que de nous. Quand l'OL a accéléré, l'OL a marqué. Quand l'OL a un tout petit peu décéléré, on a
concédé quelques micro-situations. Et pour le coup, dans ce match qui ne dépendait que de nous, l'OL a plutôt bien géré la seconde mi-temps, puisque le 2-0 arrive très très vite sur une situation, encore une fois, où il y a une galette, un caviar d'Adam Karabets qui dépose un ballon, un amour de ballon sur la tête de Ruben Kluivert, tête, but. Voilà, c'est encore une fois une très belle action qu'a initié le Tchèque côté droit. Il a vraiment été le playmaker de ce match, le playmaker de l'OL, celui qui, par la passe, par le pied gauche de velours du Tchèque, a créé tellement de différences. Et si dans ce match, on est un chouïa plus réaliste et tueur, je pense que Karabets sort avec 3 passes D, facile, vraiment facile. Bon, et puis après, à 2-0, le match est quasiment plié, parce que je pense vraiment que côté Salzbourg, ils n'avaient pas les armes pour faire plus mal qu'ils n'ont fait à l'OL, et côté OL, il y avait ce petit matelas technique d'écart avec eux, qui fait que on était relativement tranquille. Et à 2-0, le match, il est plié, en fait. Voilà, c'est fini. Parce que on voit bien, l'OL maîtrise, temps de possession, on va geler le ballon, à toi, à moi. Karabets qui va aider par son pied gauche subtil. Le coaching de Fonseca, pareil, parlons-en. Le coaching de Fonseca, aux environs de la 70e minute de jeu, quand il fait sortir Tagliafico, Tessman, et il m'en manque un. Il sort qui aussi il sort Tagliafico, Tessman et Karabets. Oui, Karabets évidemment. Quand il sort les trois, il fait rentrer Malik à gauche, il fait rentrer Morton et il replace Kluivert latéral gauche théorique du 4-2-3-1 et Maitland-Niles passe à droite comme latéral droit. En fait, malgré ça, et c'est ça qui est fort les amis, malgré le changement après l'heure de jeu, on sent pas un OL perturbé. Le match continue. Et même si Kluivert fait droite-gauche au cours du match, même si on change le milieu de terrain, le scénario reste le même. Le plan de jeu est malgré tout déroulé de manière ultra subtile et intelligente par nos joueurs. Tout ce que je vous dis là, c'est l'animation qui le permet. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que l'animation, même si les joueurs changent, Fofana, Satriano, un 9, pas de 9, Karabets, Pavel Schulz, on s'en fout. Peu importe qui joue et comment. Ce qui compte, c'est l'animation et ce que les joueurs ont mémorisé et comment ils l'appliquent. Et là-dessus, franchement, Fonseca, chapeau, bravo au staff. À l'instant T, et je dis bien, je répète, à l'instant T aujourd'hui, c'est une mission qui est plus que réussie. Et si dans 3 jours, l'OL bat à Toulouse, eh ben, ce sera un truc vraiment sérieux, l'OL de Fonseca. Donc voilà, match très sérieux, victoire méritée, et l'OL donc continue sa belle lancée en Europa League. Maintenant, sujet suivant, les tops et les flops du match. Alors, on commence par le flop du match. C'est un grand mot, je n'aime pas ce terme de flop quand on fait un match comme ça qui est plutôt positif dans l'ensemble. Mais il y a quelques joueurs qui m'ont un petit peu déçu, parmi lesquels Tolisso, qui alors sans ballon, rien à dire, les efforts il les fait, les courses il les fait, leadership, rien à dire. Mais avec ballon, il y a eu quand même beaucoup de déchets. C'est pas un match mauvais en soi, mais c'est un match que je trouve techniquement moyen. Donc Tolisso, flop du match. J'aurais pu dire sur une bonne partie de son match, Tessman, qui a perdu durant une mi-temps beaucoup de ballons, une lenteur de gestuelle pour prendre des décisions qui étaient vraiment beaucoup trop lent en fait, beaucoup trop lent. Mais c'est pas le seul. Ouais, Tolisso, Tessman et Pavel Schulz. Le milieu de terrain, ça a été assez étrangement le point faible de l'OL. Non pas parce que Salzbourg a été bon dans le cœur du jeu, pas vraiment, plus par suffisance. Il y a eu un petit côté, on se regarde jouer, on prend du temps, et j'ai pas aimé ce qu'ont fait Tolisso, Tessman, Schulz, voilà, pour différents motifs. Schulz, parlons-en un petit peu, j'ai vu pas mal de critiques sur Twitter, qui sont plus ou moins justifiées et fondées. Alors oui, c'est pas un numéro 10 comme on peut les aimer en France et à l'OL. On a en France une culture du numéro 10 qui est très très soyeux et techniquement qui est beau à voir jouer. Bah ouais, forcément le pays qui a fait naître Zizou, Platoche et d'autres que j'oublie, Gourcuff et maintenant Ryan Cherki, on a une passion, une affinité pour les profils de numéro 10 très techniques, soyeux et fort sous pression. Mais en ce qui concerne Pavel Schulz, et je l'ai dit en vidéo sur la chaîne courant, quand il a signé chez nous, ce n'est pour moi pas un numéro 10. Et en tout cas, c'est pas un numéro 10 de construction. C'est pas un créateur, c'est pas un constructeur. C'est pas un joueur qui est, je dirais, hyper à l'aise dans le tiers du milieu de terrain. Pour moi, je le maintiens, c'est un 9,5. Un 9,5 et son terrain de chasse, sa zone préférentielle,
C'est pas le cœur du jeu. C'est l'ultime tiers du terrain, c'est le camp adverse. Pavel Schultz, faut pas l'enterrer. Je pense qu'il va être aidé par quelqu'un qui est Martin Satriano. Plus il se rapproche de Satriano, et plus il sera performant, meilleur il sera. Et ça, on a un petit peu de mal à le comprendre. On le voit comme un numéro 10 de création, qui va décrocher, dézonner, une bonne passe, la vista. Alors, il peut le faire, mais on l'a vu, sous pression, quand il a au marquage 2-3 joueurs, c'est plus difficile. Il n'est pas hyper fin techniquement. C'est pas un mec qui peut s'extirper de la pression sur une déviation, un contrôle subtil. C'est pas trop ce profil de joueur-là. Mais par contre, moi, je trouve qu'il y a un Pavel Schultz qui est très différent quand il se rapproche des buts adverses. Il y a en fait deux Pavel Schultz. Il y a un Pavel Schultz qui est dans le cœur du jeu, qui n'est pas flamboyant, mais surtout, il y a un Pavel Schultz dans la zone de vérité, devant les cages du gardien adverse. Pour moi, c'est vraiment ça, Pavel Schultz. Un profil de joueur qui va être proche du numéro 9, le soutenir. C'est pas un 10, c'est pas un créatif. C'est un profil hybride. Entre le 9 et le 10, c'est vraiment un 9,5, je le maintiens. Donc, je dirais patience. C'est pas un joueur moisi. Beaucoup le disent, moi non. C'est un profil qui n'est pas inintéressant. Au contraire, je pense qu'il sera très utile, mais à plusieurs conditions. Qu'on accepte collectivement qu'il n'est pas un 10, et deuxièmement, qu'il soit le plus proche possible des buts adverses. C'est pour moi les deux conditions. Et il faut aussi, je dirais en troisième condition, que l'OL pratique un foot d'intensité, un foot sans trop de réflexion. Et c'est peut-être ça le point le plus contraignant pour moi de Pavel Schultz avec Fonseca, ce que Fonseca demande. Fonseca veut un jeu de position dans lequel il faut être hyper intelligent les uns par rapport aux autres. Et dans ce jeu de position, il faut être fort dans l'interespace, les interlignes. Et c'est plus là où j'ai un point de questionnement sur Pavel Schultz. Est-ce qu'il aura la finesse technique pour se modeler avec ce que Fonseca demande? Je ne sais pas. C'est plus ça qui m'interpelle. Je ne sais pas. Est-ce un bon joueur? Oui, j'en ai aucun doute. Mais est-ce qu'il a un profil Fonseca compatible? Là, j'ai plus de doutes et c'est les matchs qui nous le diront. Alors maintenant, au rayon des tops du match, mon top, il n'y a pas trop de débat possible. J'aurais pu dire Nakate qui fait un match de grande qualité, encore une fois. Moussa, taille patron, c'est clairement sa saison. Il est en forme physiquement, il est dominant. Vraiment, c'est du très grand Moussa Niakhaté. J'aurais pu dire Mata, qui fait un très bon match dans un rôle différent, de couverture. Vraiment très bon aussi, rien à dire, parfait. J'aurais pu dire aussi le très gros match de Nicolas Tagliafico. Nicolas, le soldat, qui fait un match plein d'abnégation, de hargne, il est présent partout, tactiquement, il est hyper intelligent. Mais mon top du match, si je ne disais pas Karabets, je pense que j'aurais manqué une bonne partie du match. Donc mon vrai top du match, number one, c'est Adam Karabets, qui alors fait un match... C'est pas un match flamboyant, c'est pas un match où on se dit « Waouh, il est spectaculaire », encore que les petits ponts comme ça, c'est beau à voir. Mais là où il m'a le plus plu, c'est dans la gestion de son pied gauche, quoi. Qu'est-ce qu'il fait du ballon quand il a entre les pieds avec son pied gauche? Et on le sait, Karabets, c'est pas un profil de 1 contre 1. C'est pas le joueur qui prend le ballon, qui percute, qui fait de grosses différences. C'est pas un profil Fofana, c'est pas un profil Fernandez Pardo côté LOSC. Pas du tout. C'est pas un mec de 1 contre 1 qui va percuter et faire de très grosses différences. C'est pas un dragster, il est pas hyper rapide, pas hyper tonique, mais c'est un profil de playmaker, de créateur excentré à droite. Et ça, quand il utilise bien ce pied gauche, on voit toute la qualité technique qu'il a. Le week-end dernier, j'étais à Lille pour voir le match contre le LOSC. Et à l'échauffement, en avant-match, je vous prie de me croire les amis, à l'avant-match, Karabets, il était à 30 mètres de moi. Sur chaque frappe qu'il tentait à l'échauffement, c'était soit lucarne, soit barre en 30. Chaque frappe. Vraiment, c'est une des rares fois où je me dis, purée, le gars il est vraiment fort quoi. Techniquement, c'est vraiment fort. Donc, Karabets, pas de gauche de folie. C'est pas un profil qu'on aime bien en France, on n'est pas trop habitué à ça. On est plus habitué à des profils de 1 contre 1 qui vont vite, dynamiques, puissants. Là, c'est pas du tout ça. Pour ceux qui aiment bien un petit peu le football belge et la Jupiler Pro League, c'est un profil typiquement comme Jarno Stoykers. Quelqu'un qui n'est pas extrêmement fort dans le 1 contre 1, pas très dynamique, pas très véloce, pas très puissant, mais le pied gauche, c'est de la soie, c'est du velours, vraiment
il a une main à la place du pied, et quand il utilise bien son pied gauche, c'est beau à voir. Donc mon top du match, c'est Adam Karabec, ça me paraît mérité. Il fait, je pense, son meilleur match avec l'OL, et dans un monde idéal, il aurait dû, je pense, faire au moins 3, voire 4 passes D sur ce match contre Salzbourg, victoire de l'OL, 2-0. Donc on est bien, on est même plutôt très très bien, et l'OL se dirige tout droit vers les matchs d'élimination directe en Europa League. Je rappelle que logiquement, le barème, le seuil qu'il faut atteindre, c'est à peu près 11 points, voire 12 grand maximum, c'est plutôt 11 qu'il faut viser pour être qualifié donc pour les matchs à élimination directe. On a 6 points, encore 5. 5 points, c'est quoi? C'est une victoire de nul. Et on jouera, je crois, Bâle à la maison pour le prochain match. Donc, logiquement, si l'OL fait le taf, on devrait sentir un début de qualification pour le match numéro 4 en Europa League. Fin du débrief, on se quitte là-dessus les amis, portez-vous bien et rendez-vous ce week-end pour le match contre Toulouse, victoire impérative pour poursuivre la marche en avant de l'OL de Paulo Fonseca. Ciao ciao les gones, allez l'OL plus que jamais.